Et lorsque nous scrutons, nous voyons que c'est des groupes mafieux qui s'étaient organisés à mettre notre pays à genoux. Parce qu'ils savent bien que ce sont des démembrements de l'État par excellence. Ce sont des services publics de l'État par excellence. Et c'est pourquoi vous allez le remarquer, tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels, faire condamner une multinationale au paiement de 20 millions de dollars et saisir les comptes de cette multinationale. C'est ça qui a occasionné l'insécurité judiciaire et juridique. Et du coup, tous les grands opérateurs économiques à pouvoir faire des dépôts au sein des monuments. C'est donc des réseaux, à l'époque moi-même avocat, c'est des réseaux aussi bien des agents eux-mêmes et cadres de ces entreprises qui négocient avec des avocats, avec certains juges, avec même certains agents de banque. Bref, c'est des réseaux des papiers comme ça qui ont tué le pays. Alors avec cette réforme, comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé désormais des millionnaires en papier. Donc tu as des millions parce que tu as obtenu des décisions frauduleuses. Mais tu te contentes de ce papier-là. J'ai pensé que quelqu'un pouvait m'applaudir. Avec des conséquences énormes et risque d'avoir des grosses conséquences sur le plan économique et social si des mesures drastiques n'étaient pas prises à temps. En effet, toutes nos sociétés économiques étaient simplement coincées. C'est tout le monde qui pouvait se lever un bon matin et faire condamner une entreprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sous d'autres cieux, il existait ce qu'on appelle la caution judiciaire. Tu ne peux pas faire des affaires avec une grande multinationale si tu n'es pas un homme d'affaires. Si tu n'es pas toi-même en capacité financière adéquate. Comment tu vas prétendre que Total te doit 10 millions de dollars alors que dans ton compte, tu n'as pas 10 dollars? Comment vous expliquez ça? Les entreprises minières, n'en parlons pas. Nous avons dit, niet, on a fait passer la réforme sur la consignation. Nous sommes passés de 10 dollars initial, qui était comme frais exigés comme consignation, en pourcentage de la justice. À l'époque, avant nous, il y avait une confusion. Comme vous pouvez le remarquer, on a eu l'impression que ce sont les hauts magistrats qui pouvaient signer des contrats avec des banques pour percevoir les frais de justice. Non, c'est illégal. Le gouvernement de la République, à travers ses structures, qui est appelé à percevoir les recettes publiques. 50 000 prisonniers. On aura 200 000 prisonniers. Et puis, on va encore crier à la surpopulation carcérale. Le vrai problème ici, c'est que il faut réduire systématiquement les nombres des prévenus au sein de nos prisons. C'est impossible. Donc, il revient également à nos juges et magistrats de s'organiser que lorsqu'on envoie quelqu'un à Makala, qu'on puisse directement s'organiser à fixer son statut. Son statut. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un aujourd'hui, vous le laissez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 21 ans, sans condamnation. En considérant qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. Alors qu'est-ce que nous avons fait dans les nouvelles réformes? C'est que nous
Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Il s'agit du décret signé par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le 21 août 2024. C'est le décret 2404 qui porte sur la sécurisation du patrimoine des établissements, entreprises et services publics. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ces sujets. Il a plu à Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser la présente conférence avec les experts qui constituent le panel des intervenants, mais aussi avec tous les experts qu'on peut retrouver dans le public, pour qu'on puisse procéder à des échanges scientifiques qui permettront de comprendre ces différentes réformes, qui permettront d'intérioriser ces différentes réformes, éventuellement peut-être proposer des solutions pour l'amélioration dans l'avenir. Comme vous le savez, le thème général de la conférence, c'est les réformes engagées par le ministère de la Justice jusqu'à ce jour, et particulièrement le décret 2404 du 21 août 2024 portant sécurisation du patrimoine. Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, très cher aîné Jean-Lucien Boussa, Messieurs les orateurs, professeur Zerbo, professeur Rambo, professeur Olungele et honorable député national, Mesdames et Messieurs membres des hautes juridictions de notre pays, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions juridiques, professeur Moukoumba, Monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques, établissements publics et services publics, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques, en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi ce jour de me présenter par devers vous pour aborder la problématique des réformes que nous avons engagées au cours de nos 100 premiers jours, sous impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il s'agit donc des réformes initiées par le gouvernement souverain, simplement portées par notre modeste personne. Comme vous pouvez le remarquer, dans notre méthode de travail, nous avons plutôt opté pour une approche pragmatique des choses, puisque nous nous sommes aperçus que depuis des siècles, depuis, je veux dire, des décennies, nous avons excellé dans les discours. Nous sommes très forts dans les discours, nous sommes très forts dans les théories, mais en tout cas très faibles dans la pratique des choses. Nous nous sommes dit que notre peuple attendait de nous des actions beaucoup plus concrètes qui confortent ses attentes. Et c'est comme ça que vous allez m'excuser, n'est pas faire un discours ex cathédrale, mais plutôt d'échanger avec la présente assistance. Lorsque je prends mes fonctions, après donc
la nomination dont j'ai bénéficié de la part du président de la République et de Madame la Première ministre, j'ai reçu beaucoup de plaintes. La première semaine, c'était une semaine difficile parce que ce soit des collègues, membres du gouvernement, j'ai cité l'excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, que ce soit le vice-premier ministre, ministre des Transports, mon aîné Jean-Pierre Bemba, qui est en charge des transports, et bien d'autres collègues, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouverneurs de province, nous saisissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs. Tantôt au mépris des dispositions pertinentes du droit WADA et même du droit interne. Comme vous le savez, il est inimaginable de pouvoir saisir les comptes d'un gouvernorat de province. Ça, c'est à titre élémentaire. C'est le droit, le minimum de droit que nous tous nous avons appris. Mais vous allez dans nos juridictions, vous trouvez des décisions, des confirmations, des saisies, des comptes, des avoirs d'un gouvernorat de province. Est-ce qu'on fait ça à dessein ou par ignorance? Et lorsque nous scrutons, nous voyons que c'est des réseaux mafieux qui s'étaient organisés à mettre notre pays à genoux. Parce qu'ils savent bien que ce sont des démembrements de l'État par excellence. Ce sont des services publics de l'État par excellence. Mais ils vont saisir leurs comptes. Et c'est pourquoi vous allez le remarquer que nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous nous sommes dit qu'au-delà de ça, il fallait apporter une solution de droit. Le deuxième conseil du ministre, le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances et après présentation d'une note d'information de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, au ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui j'enchaîne notre système judiciaire et juridique. Ça, c'était fait que nous avons mobilisé des intelligences, des experts de droit WADA, en l'occurrence le professeur Zerbou, que je remercie, qui a activement participé à cette réflexion, ainsi que d'autres juristes, le professeur Massamba, empêché parce qu'il est dans une autre commission des réformes que nous avons mises en place. Mondilka, que je remercie aussi, Maître Kaïcha, et bien d'autres juristes chevronnés. Je vois le conseil juridique de la Banque, M. Gabriel, qui était aussi associé, et bien d'autres intelligences. Nous nous sommes également rendus compte des condamnations fantaisistes des banques, des entreprises minières et des grandes entreprises multinationales. C'est tout cuidant qui pouvait se réveiller un bon matin pour une créance de 1000 $, pouvait faire condamner une multinationale au paiement de 20 millions de $ et saisir les comptes de cette multinationale. C'est ça qui a occasionné l'insécurité judiciaire et juridique. Et du coup, tous les grands opérateurs économiques avaient maintenant de crainte à pouvoir faire des dépôts au sein de nos banques. Une anarchie qui, malheureusement, a constitué une grave insécurité judiciaire qui ne peut pas aider à faire décoller le pays. Suivant ces instructions, nous avons produit un premier texte sur la base de notre Constitution, donc de l'article 128 de notre Constitution, et du droit WADA, article 50 du nouvel acte uniforme sur les procédures simplifiées de développement et voies d'exécution. Nous avons trouvé une brèche pour essayer très rapidement d'arrêter l'hémorragie.
La réforme courageuse et difficile est passée. Commission de loi, conseil de ministres, il fallait faire remarquer que c'était possible de pouvoir faire passer ça par voie réglementaire. Et c'était possible. Sur la base de l'article 92 de notre Constitution, nous avons effectivement fait en sorte que ce soit la première ministre qui puisse signer un décret contresigné par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le décret donc intitulé « Décret portant sauvegarde des biens des entreprises, établissements et services publics ». Dans ce décret, l'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Comme vous le savez, les DG des entreprises publiques et établissements publics n'est géré plus. Je salue ici la présence de la première présidente de la Cour d'appel de Gombe, qui sait combien de fois elle a été appelée, évidemment, à statuer sur des questions des défenses à exécuter. Et généralement en précipitation, parce que pendant ce temps, tous les jugements étaient revêtus de la formule exécutoire sur minute nonobstant tout recours. Tous les jugements, je dis bien tous les jugements. Vous verrez à la fin, exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Vous posez la question au juge, quelle urgence il y a à pouvoir insérer cette formule? C'était de la fraude. C'était juste une façon de frauder, de piller les ressources des entreprises publiques. Et au moment où la partie adverse fait appel, sur pied de l'article 172, vous verrez que les banques ont déjà fait quoi? Ont déjà procédé au paiement. Vous posez la question au banquier, il dit non, non, nous avons peur d'être condamnés pour cause des saisies. Voilà comment les ressources de l'État ont été systématiquement pillées. Du coup, les DG des entreprises qui sont ici passaient plutôt le temps à régler les questions des saisies. Donc, comment on ne peut pas saisir? Comment on peut lever des saisies? En lieu et place de réfléchir sur les questions structurelles, des réformes et des rentabilités de leurs entreprises. C'est donc des réseaux, à l'époque moi-même avocat, c'est des réseaux aussi bien des agents eux-mêmes et cadres de ces entreprises qui négocient avec des avocats, avec certains juges, avec même certains agents de banque. Bref, c'est des réseaux de mafieux comme ça qui ont tué le pays. Alors avec cette réforme, comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé désormais des millionnaires en papier. Donc tu as des millions parce que tu as obtenu des décisions frauduleuses. Même tu te contentes de ce papier-là. J'ai pensé que quelqu'un pouvait m'applaudir. Et donc c'est cela le phénomène. Maintenant là, tu as ta décision de justice frauduleuse et généralement, vous verrez que c'est toujours dans des procédures par défaut, condamnation par défaut. Non, non, cette entreprise-là ne s'était pas présentée. C'était toujours comme ça. Où on est allé signifier aux voisins. Et du coup, vous pouvez vous rendre compte que c'est des millions et des millions de dollars que nous avons sauvés, qui sortaient du patrimoine des entreprises publiques. Et qu'à ce jour, je voudrais rappeler que tout celui qui va oser encore s'amuser, que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. Parce que la question de développement de notre pays n'est plus une option. C'est une décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que c'est une honte pour nous que de continuer à croire que le paradis c'est l'Europe, le paradis ce sont les États-Unis. Lorsqu'un membre du gouvernement tombe malade, il est évacué à l'étranger. Ça devait nous faire la honte, nos gouvernements. Et le chef de l'État a dit fini ça.
Mais pour pouvoir y arriver, mais il faut maximiser les recettes publiques. Il faut remettre nos entreprises publiques, il faut remettre les entreprises privées en état, aussi bien d'employer que de produire. Donc nous allons systématiquement et sévèrement combattre la mafia. Ceux qui se sont amusés, je crois que vous avez remarqué, ils sont en prison jusqu'aujourd'hui. Deuxième réforme majeure, c'est l'arrêté interministériel modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 16 mai 2023. Nous l'avons signé avec mon collègue ministre des Finances le 20 août 2024. C'était aussi difficile. Ou, même parfois, certains avocats, il a une créance initiale de 10 000 $, mais après il poursuit l'entreprise parce que c'est une multinationale. Et après avoir encaissé le 10 000 $ d'honoraires, au paiement des colossales sommes d'argent, c'est toujours des millions, et puis on saisit les comptes. Bref, les vrais investisseurs commencent à fuir notre pays. J'ai reçu Total, j'ai reçu des opérateurs miniers qui se retrouvaient en insécurité. Et je remercie donc une fois de plus la première présidente de la Cour d'appel pour avoir coopéré et travaillé à aider, à sauver certaines de ces entreprises. C'est tout le monde qui pouvait se lever un bon matin et faire condamner une entreprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sous d'autres cieux, il existe ce qu'on appelle la caution judiciaire. Tu ne peux pas faire des affaires avec une grande multinationale si tu n'es pas un homme d'affaires. Si tu n'es pas toi-même en capacité financière adéquate. Comment tu vas prétendre que Total te doit 10 millions de $ alors que dans ton compte, tu n'as pas 10 $? Comment vous expliquez ça? Les entreprises minières, n'en parlons pas. Et nous avons dit, niet, on a fait passer la réforme sur la consignation. Nous sommes passés de 10 $ initial, qui était comme frais exigés, comme consignation, en pourcentage. Maintenant, pour les entreprises privées, si tu veux assigner une entreprise privée à te payer des dommages aux intérêts quelconques, il faut payer les 5% de tes postulations. Tu veux faire condamner, je veux dire, la Robanque à te payer 20 millions de $ à titre des dommages aux intérêts, ok, il faut payer à l'État, dans un compte de l'État, 5% de ces 20 millions. Avant que le juge ne procède, parce qu'il s'agit de la consignation de frais. Donc, à l'absence du bordereau des paiements de ces 5%, les juges ne procèdent pas. Et tout juge qui procède sans preuve de paiement est considéré comme complice au détournement des deniers publics. Et en ce moment-là, on va pouvoir les repérer à partir de l'exécution de la décision de justice. Parce que la banque va exiger, avant d'exécuter, le bordereau de paiement de cette consignation de frais. Voilà comment nous avons réussi à verrouiller. C'est donc 2% pour les privés, 5% pour les entreprises publiques. Cependant, il y a des petites exceptions que vous allez lire au niveau de l'arrêté, notamment sur les questions liées à la propriété, droit de famille, les questions liées au contentieux fiscal, etc. Mais en même temps, la question de l'indigence demeure, puisque c'est réglementé par la loi. Il appartient au juge de pouvoir exonérer quelqu'un du paiement de cela, mais après avoir prouvé, évidemment, qu'il est réellement
indigent. Donc ici, le droit d'accès à la justice pour tous est garanti. Il n'y a donc pas de crainte. Et les conditions d'indigence sont également prévues. Qui peut être qualifié d'indigent et qui ne peut pas l'être. Troisième réforme majeure, c'est sous les exécutions. Comme vous le savez, dans notre arsenal judiciaire, on a séparé, et même juridique, les fonctions de dire le droit des fonctions d'exécuter le droit qui est dit par un juge. C'est en fait pour éviter les abus. C'est pourquoi on dit toujours que l'indépendance du juge, qui est consacrée à l'article 149 de notre Constitution, est relative. Ce n'est pas absolu. Les juges, ils disent le droit, mais n'exécutent pas son droit. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce droit-là au nom du peuple congolais. Et le peuple congolais est représenté par le chef de l'État, qui est garant du bon fonctionnement des institutions sur la base de l'article 69 de notre Constitution. Et que donc, de ce point de vue, l'indépendance ne peut qu'être relative. Et c'est à cet effet que, vers les articles 80 et suivants, vous verrez que le chef de l'État, c'est lui qui nomme les magistrats. Les magistrats, les juges ne sont pas élus. Ils puisent leur légitimité de la signature, donc de la nomination, du chef de l'exécutif par excellence, qui est le chef de l'État. Et que donc, de ce point de vue, on dit le droit de manière indépendante, on ne peut pas interférer. On interdit au pouvoir exécutif, on interdit au pouvoir législatif d'interférer. Mais lorsqu'il faut exécuter, on dit que ce sont les huissiers de justice. C'est ça la beauté du droit. Ce sont les huissiers de justice, au regard de la nouvelle réforme sur le huissariat, qui sont habilités à exécuter, pas les greffiers de justice, pas les greffiers. Parce que la confusion actuelle, c'est que vous voyez un greffier aller exécuter une décision de justice, vous voyez tout agent même de parquet aller exécuter une décision de justice, tout le monde peut se lever un bon matin, aller à la banque, aller auprès d'un opérateur, exécuter. Cette anarchie-là doit prendre fin. Et comme vous l'avez remarqué, j'avais donné injonction pour qu'on poursuive certains non-huissiers de justice qui se sont hasardés à pouvoir exécuter des décisions de justice. Mais les huissiers de justice relèvent du ministère de la Justice. Et c'est pourquoi nous sommes en train présentement d'installer des chambres provinciales d'huissiers sur l'ensemble du pays pour pouvoir contrôler les exécutions. C'est ce qui se fait actuellement. Nous avons également mis en place par arrêté ministériel une commission mixte constituée des huissiers de justice et de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Avant nous, vous le savez, l'anarchie qui y revient. Donc présentement, pour pouvoir exécuter une décision de justice, il y a cette commission qui s'étend sur l'ensemble du pays, qui vérifie l'authenticité de la décision de justice. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faux jugements. On ment au nom de certains juges, et même des décédés, malheureusement. On vérifie la régularité, de la procédure, et puis les huissiers accordent les numéros RH pour exécution. Ceci évite toute anarchie. Et nous avons publié sur les sites internet du ministère que nous avons créé la liste de tous les huissiers de justice. Donc lorsque vous êtes banquier, vous voyez un huissier se présenter devant vous. Un, il doit vous présenter sa carte. Deux, vous devez vérifier sur le site et du ministère et des huissiers de justice s'il est réellement agréé. Au cas contraire, vous le retournez. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais avocat d'une entreprise. J'avais fait arrêter un non-huissier comme ça qui était allé exécuter une décision de justice qui prenait comme ça, c'était 15 millions de dollars à cette entreprise-là. Quand je demande qu'on puisse vérifier, on se rend compte que c'était un agent quelconque qu'on avait ramassé dans la rue et qui venait faire exécuter son coup et puis s'en aller. Vous devriez éviter cela.
Et enfin, quatrième réforme, c'est la bancarisation. Depuis que nous sommes là, nous avons mis en place, nous avons bancarisé toutes les recettes de la justice. À l'époque, avant nous, il y avait une confusion. Comme vous pouvez le remarquer, on a eu l'impression que ce sont les hauts magistrats qui pouvaient signer des contrats avec des banques pour percevoir les frais de justice. Non, c'est illégal. Je suis désolé. C'est illégal. C'est le gouvernement de la République, à travers ses structures, qui est appelé à percevoir les recettes publiques. Et cela ressort de l'arrêté interministériel du 16 mai 2023, tel que modifié et complété par celui du 20 août 2024, où il est clairement dit que c'est le ministre de la Justice qui perçoit, mais à travers tous les autres services. C'est perçu à l'initiative. Et là-dedans, vous avez quoi? Et nous allons mettre ça à votre disposition. Vous avez les amendes, vous avez les consignations de frais. La consignation de frais ne peut pas être perçue comme on le voyait par les greffiers. Tout court, il vient là-haut. Je consigne sur le banc. C'est ça la pratique. Hein. Ouais, monsieur, est-ce que vous avez consigné? Vérifiez si on a... Oui, j'ai consigne sur le banc. Cet argent va où? Dans la poche du greffier. Plutôt que d'aller où? Dans la caisse de l'État. C'est comme ça qu'on a perdu des millions et des millions. L'État perd seulement dans le secteur de la justice des millions et des millions. Pourquoi c'est pas canalisé? Maintenant là, et j'insiste, c'est sur instruction du gouvernement de la République, instruction du chef de l'État, tous ces frais doivent être bancarisés. Et nous sommes en train d'implanter des guichets avancés des banques au niveau de chaque office. Office de parquet, office de la police judiciaire, office des juridictions. Il y a 240 actes générateurs de recettes. Ça doit passer par la banque. Ceux qui vont s'entêter face à cette réforme seront un peu. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on n'a pas été informé. Voilà l'une des grandes réformes qui a aidé en un mois, avec un seul guichet que nous avons installé au niveau du palais de justice, nous avons décuplé les recettes publiques. Les recettes mobilisées en une année sur l'ensemble du pays ont été mobilisées dans un seul guichet, s'il vous plaît. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où nous avons nous-mêmes entretenu les coulages des recettes publiques et pendant ce temps, nous exigeons de l'État l'amélioration des conditions de vie. C'est contradictoire. Nous voulons qu'on augmente les salaires des magistrats, les salaires des greffiers. Nous voulons qu'on améliore les conditions de vie de nos médecins, de nos enseignants, etc. Mais aidons l'État à maximiser les recettes publiques. Et donc voilà autant des réformes que nous avons mises en place. Et celles en cours sont celles concernant le système pénitentiaire. 50 000 prisonniers. On aura 200 000 prisonniers. Et puis, on va encore crier à la surpopulation carcérale. Le vrai problème ici, c'est que il faut réduire systématiquement les nombres des prévenus au sein de nos prisons. Parce qu'aujourd'hui, seul à Makala, vous avez 85% des prisonniers qui sont des prévenus. Seuls 15%, 12 à 15% sont des condamnés. Du coup, ça met en difficulté le gouvernement à pouvoir agir. Par exemple, nous avons une grande main-d'œuvre sur tous ces jeunes que vous appelez Koulouna, mais peut faire les champs. Mais comment l'État va les envoyer à faire les champs sans décision de justice?
C'est possible. Donc il revient également à nos juges et magistrats de s'organiser, que lorsqu'on envoie quelqu'un à Makala, qu'on puisse directement s'organiser à fixer son statut. Son statut. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un aujourd'hui, vous le laissez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 21 ans, sans condamnation. En considérant qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. Alors qu'est-ce que nous avons fait dans les nouvelles réformes? C'est que nous allons donner plus de possibilités aux directeurs de prison de pouvoir évaluer et juger la régularité des détentions. En ce moment-là, lorsque la détention est irrégulière, quelqu'un peut rentrer chez lui et on met en place des systèmes de bracelets électroniques, etc. Donc c'est des réformes qui sont déjà prêtes et d'ici la semaine prochaine, elles vont devoir faire l'objet des discussions. Nous avons également abordé les grandes réformes, c'est en cours, la loi sur le barreau. Heureusement, je salue la présence du bâtonnier national chez Bélé dans la salle. Dans ce pays, comme vous le savez, il y a de cela, il y a 7-8 ans, le Parlement a fait passer une loi, mais qui a disparu dans la nature. Mais c'est grave, une loi qui disparaît dans la nature. Alors, nous revenons sur ce texte-là. Nous avons mis en place une commission spéciale réforme de quelques lois essentielles de notre système judiciaire. 1. La loi sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Comme vous le savez, la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les gouvernements, c'est que les gouvernements manquent de bras séculiers au niveau de la criminalité, de la lutte contre la criminalité. Je suis ministre de la Justice, mais je n'ai jamais reçu le rapport des parquets sur les cas saillants des délinquances. Ça n'existe nulle part en dehors de notre pays. Nulle part au monde. Parce que c'est le gouvernement qui pilote la politique criminelle de l'État, qui impulse et qui l'exécute à travers son ministre de la Justice, qui a un bras séculier qu'on appelle parquet, qu'on appelle auditoire. Mais actuellement, c'est article 70 qui dit ouais, les magistrats du parquet sont sous l'autorité du ministre de la Justice et c'est limite là. Vous posez la question aux magistrats, ils disent non, nous sommes indépendants. Et donc du coup, le ministre de la Justice et les gouvernements ne savent pas travailler. Ou le ministre peut donner injonction à un procureur et il refuse d'exécuter. Cette anarchie ne peut pas aider à faire fonctionner l'État, c'est impossible. En considérant qu'avec la révision de 2011, l'article 149 avait extirpé les parquets d'indépendants du pouvoir judiciaire, donc du pouvoir judiciaire. Donc on va clarifier le rôle du ministre de la Justice sur les magistrats de parquet. Il faut effectivement, et ça c'est mon point de vue, il faut renforcer les pouvoirs du ministre sur la surveillance du travail des parquets. Il faut une conférence des procureurs. Il faut évaluer périodiquement et régulièrement la politique criminelle du gouvernement. Sinon, c'est compliqué. Nous avons également abordé la question de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes en train de travailler dessus. Vous allez voir également les réformes qui vont être annoncées là-dedans. Les conseils supérieurs de la magistrature, en réalité, ne concernent pas que la magistrature. On devait avoir le Conseil supérieur de la justice. Parce que la question de la justice concerne aussi bien les avocats, les huissiers, la société civile, l'exécutif et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, pour votre information, même le président de la République n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice que je suis, je ne suis pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Alors que le budget du pouvoir exécutif est présenté et soutenu par le gouvernement de la République. Mais on ne sait pas l'évaluer. Donc c'est vraiment une anarchie qui doit être corrigée pour permettre d'aller. Et puis la loi sur les statuts de magistrats. Et bien d'autres lois, la loi sur le code judiciaire militaire, etc. La loi sur le parquet financier, nous l'avons défendue hier au niveau de la commission des lois.
ça continue. Sachez que le chef de l'État nous avait instruit, et le gouvernement de la République avait pris une décision, il faut un parquet financier. Et le texte est déjà élaboré, il est en discussion. Dans les jours qui viennent, nous allons devoir le défendre au Conseil des ministres pour que nous ayons un organe de répression spécialisé avec des magistrats policiers spécialisés qui vont aider à réprimer la délinquance économique et financière. Et enfin, c'est les textes sur l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Comme vous le savez, l'ordonnance de 87 est aujourd'hui obsolète. Il faut l'adapter au contexte judiciaire actuel. Et nous l'avons présenté encore hier en commission de loi. Les discussions se poursuivent. Bientôt, ce texte sera charcuté et présenté au public. Voilà, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que le ministre de la Justice est fait du populisme, si ce sont ces réformes qui relèvent du populisme, alors c'est un bon populisme. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci également d'avoir rattrapé en signalant la présence de M. le bâtonnier national dans la salle et à qui nous présentons des excuses pour cette omission. Je vais passer la parole à son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, qui je suppose devrait être un homme heureux parce qu'il voit ses entreprises publiques être protégées. Remercier le ministre d'État, ministre de la Justice, pour l'occasion qu'il m'offre ces jours afin d'intervenir dans cette conférence qui, pour ma part, est très importante. Je voudrais commencer par rappeler la célèbre phrase du président de la République, chef de l'État. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Cette phrase est pleine de sens et nous permet de décliner certaines politiques audacieuses. Et je pense qu'ici, nous sommes dans ce cadre-là où des politiques audacieuses doivent être menées par le gouvernement pour changer le cours des événements. J'interviens sur la question de l'opportunité. L'opportunité de ces décrets et ses conséquences sur le plan économique et social. De l'opportunité. Après ma nomination comme ministre du portefeuille, j'ai eu l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics et une bonne partie des mandataires des entreprises d'économie mixte, des sociétés d'économie mixte. Parmi les constats majeurs qui se sont dégagés, celui relatif à l'insécurité du patrimoine des entreprises, allant jusque dans ces comptes, dans ces ressources financières, a été parmi les plus émergents. Cette insécurité avait des conséquences énormes et risquait d'avoir des grosses conséquences sur le plan économique et social si des mesures drastiques n'étaient pas prises à temps. En effet, toutes nos entreprises publiques, toutes nos sociétés d'économie mixte étaient simplement coincées. Trésorerie plombée, patrimoine pillé, perspective incertaine. Et pourtant, les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics qui jadis étaient dans le registre des entreprises publiques, sont l'épine dorsale de l'économie du pays. D'une part, et d'autre part,
c'est le boulevard par lequel le développement de l'économie du pays devait être assis. Aujourd'hui, vous allez observer de moins en moins et depuis plusieurs décennies que les entreprises du portefeuille de l'État ont été présentées comme des entreprises, l'expression consacrée à canard boiteux. Et émerge une catégorie d'entreprises privées tenues par un groupe de personnes que vous connaissez très bien, je ne suis pas ici et je ne suis pas contre, qui risquent, si nous lui prenons garde, d'avoir le contrôle de l'économie de la République démocratique du Congo et nous rentrer dans une colonisation économique. Des mesures doivent être dès lors prises pour sécuriser les entreprises qui sont tenues par les Congolais, qui ont certes des défis à relever, mais qui disposent de potentiels énormes pour développer l'économie congolaise et réaliser ce que les économistes appellent le bond du crapaud. Et c'est possible. D'autres économies l'ont fait. Pourquoi l'économie congolaise ne pourrait pas le faire? Et donc, la situation du patrimoine de ces entreprises était telle que, quelles qu'aient été les politiques menées par le gouvernement en rapport avec les entreprises du portefeuille de l'État, nous ne pouvions pas espérer obtenir des résultats probants, étant donné qu'un certain cartel a vu les jours, avec une approche systémique pour piller de manière organisée les patrimoines des entreprises, les finances des entreprises et les établissements publics, et donc organiser un enrichissement sans cause. Les acteurs sont à la fois au sein des entreprises, ils sont aussi en dehors des entreprises. Le temps était donc arrivé pour que ces décrets, sous les auspices du président de la République, chef de l'État, et Madame la Première ministre soient pris, et j'en profite pour féliciter le ministre de l'État et le ministre de la Justice pour l'audace. Il fallait de l'audace. Il faut de l'audace. Il faudrait encore de l'audace pour changer le cours des événements dans ce pays. Est-ce possible de changer les choses dans ce pays, oui ou non? Oui. Mais il faut des hommes et des femmes capables de pouvoir se dire je disais qu'il faut des hommes et des femmes capables de dire ça doit changer, ça va changer. Ce ne sont pas les lois qui nous manquent, ce ne sont pas les têtes pensantes qui nous manquent, c'est la détermination à agir dans la bonne direction, dans l'intérêt des citoyens qui manque à plusieurs personnes d'entre nous. Il ne faut pas attendre que les millions de personnes se mobilisent pour ça. C'est une poignée d'individus qui est capable de transformer le destin de tout un peuple. Et ces lois et ces décrets se prennent dans ces cadres-là. Ces gouvernements, pour le deuxième mandat du président de la République, doit être considéré comme un gouvernement audacieux, réformateur, qui doit aller à contre-courant de certaines habitudes, de certains comportements. C'est ce qui doit être. Mesdames et messieurs, les entreprises du portefeuille de l'État couvrent le pan le plus important de l'économie congolaise. Si vous ne le saviez pas. Ils sont dans tous les secteurs, elles couvrent tous les secteurs, voulais-je dire. Secteur minier, secteur des infrastructures, secteur des hydrocarbures, secteur des finances avec la CADECO, la SOFIDE, secteur des services, secteur des jeux de hasard national. Tous les secteurs sont couverts par les entreprises du portefeuille de l'État. Ceux qui ont pensé que l'État puisse avoir un regard sur tous ces secteurs économiques avaient bien compris qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se développer si l'État n'avait pas le contrôle et l'orientation de l'économie dans les secteurs le plus stratégiques et à externalité positive. Nous devons protéger ces patrimoines contre les tenants de la privatisation à tout prix. Nous opposons cette idée selon laquelle l'État est capable
d'avoir des bons gestionnaires parce que d'autres pays et d'autres modèles ont réalisé des pas importants sur le bas du même modèle. Je prends la Thaïlande. Lorsque le Fonds monétaire international arrive en Thaïlande et demande au Premier ministre de l'époque, je veux que vous privatisiez toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Enfin, toutes les entreprises publiques. Le Premier ministre a dit pas question. Nous allons les garder comme tels, mais on va améliorer la rigueur de la gestion. On va améliorer la gouvernance. On va extirper de ces entreprises tous ces facteurs exogènes qui les mettent à mal. Et l'un des facteurs exogènes les plus importants, c'est le pillage par les biais des décisions judiciaires qui mettent à mal nos entreprises et qui ne permettent pas de faire d'elles ces boulevards du développement économique du pays. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là pour dire qu'au plan de l'opportunité, il était temps que ces décrets soient pris. Il est temps que ces décrets soient exécutés par des patriotes congolais. Moi, je suis un économiste libéral, mais je suis en même temps un adepte du patriotisme économique. Lorsque on nous parle du climat des affaires, mais oui, il faut un climat des affaires amélioré. Mais c'est aussi valable pour les secteurs privés que pour les secteurs publics. L'occasion nous est donnée pour qu'un climat d'affaires digne de ce nom soit observé aussi pour les entreprises du portefeuille de l'État. Pour éviter que la rentabilité de ces entreprises soit mise en cause. 2, que l'économie ne soit désarticulée à travers la désarticulation des entreprises et la désarticulation du système bancaire. On risque de mettre à moule toute l'économie. Et les décisions qui ont été prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous ranger et, à l'unisson, travailler pour que ces décrets puissent être exécutés tels qu'on l'a pensé et tels que c'est écrit. Je vous remercie. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.